Mesdames et messieurs, chers parents, chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Bonsoir Marie-Denise de Mère Jean-Gabriel. Bonsoir Céleste de Pauline Djindje, bonjour. Nous sommes bel et bien dans le JDE, Journal des enfants, votre rendez-vous préféré. Oui, un rendez-vous que nous respecterons ce soir avec d'abord la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de l'eau. Cette année, la réflexion porte sur le lien de l'eau avec les enfants et les femmes. Justement, le lien ici se fait autour d'une question principale. Quelles sont les personnes qui souffrent le plus quand il y a pénurie d'eau? C'est une question qui cadre bien avec ceux plusieurs enfants qui vivent dans certains quartiers de Libreville où l'eau n'est pas dans les robinets tous les jours. Suivant ce reportage de Delisia sur les notes de Jean-Augustin Ndiengui. Chaque année, la Direction générale de l'eau se rend dans plusieurs établissements scolaires. Ici, des élèves des filières scientifiques participent à des échanges autour de l'eau. À travers des exposés et des discussions, ils découvrent le rôle de cette institution, mais aussi les métiers liés à l'eau et à l'électricité. La Direction générale de l'eau organise des sensibilisations dans les établissements en vue de susciter des vocations pour les apprenants et aussi au niveau de la gestion de l'eau au quotidien en leur montrant les gestes à faire et les gestes à ne pas faire et éviter que les robinets soient ouverts, éviter le gaspillage. Il faut aussi noter que nous profitons aussi de ces sensibilisations pour faire connaître la Direction générale de l'eau et aussi en présentant les différents profils qu'il faut avoir pour travailler dans le secteur. Une manière de susciter des vocations et d'encourager des comportements éco-responsables. Le sujet sur l'eau m'a parlé parce que je peux tanguer après mes études scientifiques sur les métiers concernant l'eau. Des métiers qui ont été abordés me permettront plus tard de choisir un métier en rapport avec ma classe. Dans les salles de classe, les représentations captivent l'attention des élèves curieux d'en apprendre davantage sur la gestion de l'eau et les défis liés à son accès. Célébrée chaque 22 mars, la Journée internationale de l'eau mettra cette année l'accent sur le thème « L'eau, la femme pour l'égalité sociale et une croissance durable ». Le lycée technique national Omar Bongo fait encore parler de lui. Oui, pas forcément en bien, puisqu'il s'agit d'un problème de sécurité. Après le fait divers ayant entraîné une vingtaine d'élèves au tribunal, on parle d'une séance de travail d'urgence avec l'administration du lycée et les autorités du ministère de l'Éducation nationale. Le but de cette rencontre d'urgence était de voir comment renforcer le dispositif sécuritaire au sein du complexe d'Ovando. Regardons ce reportage. Il y a quelques semaines, une vingtaine d'élèves cagoulés ont sémé des troubles au lycée technique Omar Bongo. Pendant les cours, des projectiles ont été lancés, créant la panique et interrompant les activités scolaires. Face à cette situation, une réunion d'urgence a été organisée. Plusieurs ministres, notamment ceux en charge de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires sociales, se sont réunis avec les responsables de sécurité. Nous savons très bien qu'à l'origine, lorsque les investigations sont faites par les officiers de police judiciaire, on s'aperçoit qu'il y a un problème de drogue derrière. La réflexion est en train d'être approfondie. Cela découle de quoi? Est-ce que c'est la déliquescence des familles? Est-ce que c'est parce qu'il y a un laisser-aller au niveau des familles que les enfants aboutissent à cela? Ou à défaut, c'est parce que c'est un phénomène aujourd'hui pratiquement mondial? Objectif: renforcer la sécurité dans l'établissement scolaire. Parmi les mesures envisagées, les renforcements de la police scolaire et de nouvelles méthodes pour mieux encadrer les élèves. Des mesures draconiennes sont en train d'être prises pour juguler cela, avec l'apport bien entendu des forces de défense, c'est-à-dire la gendarmerie et la police. En ce qui concerne que ce soit la sécurité intérieure ou au niveau de la défense, il y a une partie visible et une partie qu'on ne peut pas dire, parce que sans cela nous allons alerter les trafiquants de drogue. Mais il y a des mesures draconiennes qui sont en train d'être prises. Les jeunes interpellés ont été placés en garde à vue avant d'être finalement libérés. Les responsables d'établissements ne coopèrent pas avec les travailleurs sociaux. Alors que s'ils sont dans ces établissements, c'est qu'ils ont un rôle bien défini à jouer. Et on espère que toutes les parties prenantes vont coopérer pour essayer d'enrayer ces fléaux qui deviennent un fléau national. Les autorités veulent désormais éviter
que de tels accidents ne se reproduisent pour garantir un climat serein à l'école. Le ministre des Affaires sociales, chargé de la protection de l'enfance et de la femme, vient de procéder au lancement des activités de la halte garderie de Ndendé, dans la province de la Ngounié. Cette halte garderie a été construite pour favoriser l'épanouissement scolaire des enfants et des jeunes filles mères. Et le lancement officiel des activités a eu lieu en présence de plusieurs autorités locales. Regardons ce reportage. À son arrivée dans l'enceinte de la halte garderie de Ndendé, la ministre des Affaires sociales en charge de la protection de l'enfance et de la femme est accueillie dans une ambiance chaleureuse. Cette halte garderie est la promesse que nos enfants doivent être encadrés au sein des structures de qualité qui leur proposent des activités éducatives, ludiques et de plein air assurant sécurité et bien-être. Ce lancement des activités officielles de cette halte garderie s'inscrit dans la droite ligne de la politique éducative du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place l'éducation, la formation, la sécurité et la protection de nos enfants au cœur de ses préoccupations. Une visite marquée par la découverte des installations et des échanges avec des encadreurs. Cette cérémonie marque le lancement officiel des activités de cet établissement dédié à l'éducation de la petite enfance. Un espace pensé pour offrir un encadrement adapté aux tout-petits. Avec une capacité d'accueil d'une 50aine d'enfants, de la crèche jusqu'en 5e année, la structure se veut également un soutien important pour les jeunes filles mères. En lançant les activités de cette halte garderie, vous nous offrez plus qu'un bâtiment, vous nous offrez une seconde chance. Et vous nous donnez aussi la possibilité de reprendre le chemin de l'école ou du travail, avec la sérénité de savoir que nos enfants sont entre des bonnes mains. Par cette action, vous nous montrez que nous ne sommes pas oubliés. Vous prouvez également que la solidarité envers les plus vulnérables n'est pas qu'un mot, mais une réalité concrète. À travers cette initiative, le gouvernement entend répondre à un besoin essentiel. Garantir un encadrement sécurisé pour les enfants tout en luttant contre les décrochages scolaires et le stress des jeunes mères. Une action sociale forte en faveur de l'éducation et de la protection de l'enfance en Ndendé. La monoparentalité, le fait qu'un parent élève seul les enfants, le sujet a été longuement abordé par les adultes de Gabon Première. Nos papas, nos tontons, nos grands frères et grandes sœurs, ce soir, nous les enfants, nous revenons à la situation des enfants. Les enfants considérés ici comme principales victimes de ce type de famille où les enfants ne voient et ne vivent qu'avec un seul parent. Et le seul parent, c'est la maman. Oui, dans ce reportage, quelques enfants partagent leurs ressentis en rapport avec ce type de famille où il n'y a que la maman qui fait tout. Regardons ce reportage. Grandir avec ses deux parents, c'est souvent important pour un enfant. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je vis avec mon père et sa femme. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais connu. J'aimerais la voir. Certains enfants vivent avec un seul parent, des grands-parents ou d'autres membres de la famille. D'autres ne voient plus leur père ou leur mère. Je vis seulement avec ma mère. Je n'ai jamais connu mon père. Je n'ai jamais eu l'opportunité de voir mon père ou de parler avec lui. J'ai 21 ans aujourd'hui. Pour eux, ce n'est pas toujours facile. Ils peuvent ressentir de la tristesse, un manque ou ne pas comprendre la situation. Parfois, ils gardent tout en silence. J'aimerais savoir pourquoi elle m'a abandonné. Pourquoi elle ne cherche pas à savoir comment je vais, ce que j'aime faire, les choses qui me plaisent. C'est beaucoup dérangeant quand, par exemple, j'entends mes amis parler de leur mère alors que moi je sais que je n'ai pas la possibilité de parler des sujets de parents avec eux. Parce que je vois bien qu'il me manque une figure paternelle qui doit s'affirmer. Mais je n'ai pas reçu ça. J'ai bien envie de le revoir. Les spécialistes expliquent que cette absence peut jouer sur la confiance en soi, le comportement ou même l'école. C'est un sentiment de manque que je ressens. Donc le plus souvent, je fais la conversation ou bien j'évite. Dès que je vois qu'ils se mettent à parler de leurs parents et tout, papa, maman, je m'écarte un peu pour ne pas avoir ce sentiment qui va remonter à la surface et me dire que et moi, mon père, il est où? Je ne connais pas, j'ai jamais vu, donc tout de suite, j'évite de parler de ça. Mais chaque enfant est différent. Beaucoup trouvent un réconfort auprès du parent présent, des enseignants ou de leur entourage. Elle fait le nécessaire pour que je sois le plus à l'aise, pour ne pas que je puisse dire qu'un truc me manque à cause de tel. Donc elle se bat pour me mettre le plus possible à l'aise. À la maison, c'est plus un sujet assez tendu, donc j'évite
de prononcer, de peur de faire remonter des souvenirs assez peut-être marquants pour elle. Donc on n'en parle pas. Il y a un sentiment de gêne qui se met sur son visage tout de suite dès que j'en parle un peu. Le plus important, c'est d'écouter les enfants, de les rassurer et de leur rappeler qu'ils ne sont jamais responsables des choix des adultes. Un enfant a besoin de ces deux faces-là, de la figure maternelle et de la figure paternelle dans sa vie. Ça l'aidera beaucoup. Pour ne pas que demain, après-demain, on puisse voir que lui, là, on sent qu'il n'a pas grandi à son père parce que dès qu'on se lance un peu sur certains sujets assez sensibles, tout de suite, il devient méfiant ou ça peut peut-être l'énerver parce que lui n'a pas connu ça. Donc, j'interpelle les parents à ce que même si vous vous séparez, faut quand même être présent pour l'enfant et tout. Du moins, être là quand il a besoin, parler et puis de temps en temps, tirer les oreilles parce que c'est pas tout qu'une mère va faire à la place d'un père. Il y a des choses que seul un père peut faire à son fils ou que seule une mère peut faire à son fils aussi. Car chaque enfant a besoin d'un amour pour grandir. Pour la suite de ce reportage sur les pénuries d'eau, nous accueillons sur ce plateau Delisia de Mikolongo pour un témoignage complémentaire. Bonsoir Delisia. Bonsoir. Alors, chers invités, que peut-on retenir de votre expérience? Alors, il faudrait savoir que je réside à Okala, donc ce n'est pas souvent facile pour nous d'avoir de l'eau en permanence. Et donc, je me rappelle, pendant les vacances d'été, l'année dernière, je me rappelle qu'il y avait une saison vraiment, la saison n'était pas bonne, c'était une saison sèche, donc il n'y avait pas d'eau. Parce que de base, si on a de l'eau, c'est généralement grâce à un forage. Et lorsqu'il y a, pendant la saison sèche, il ne pleut pas, il n'y a pas d'eau dans le forage. Il y en a pas. Et donc, pendant les vacances d'été, qu'est-ce que nous on faisait? La chance aussi, c'est parce qu'on avait aussi une voiture à notre disposition, donc on se déplaçait, donc on quittait de chez nous pour la pompe publique, on remplissait et puis on revenait. Mais sans vous mentir, lorsqu'il n'y a pas d'eau, ce n'est vraiment pas facile. Il n'y a pas de moyen de transport? Non, quand il n'y a pas d'eau oui. Dans la maison, c'est pas facile. Je prends le cas d'abord que je suis dans une famille nombreuse, donc il y a des charges, il y a des choses à faire, et puis quand il n'y a pas d'eau, on se demande, en fait, c'est souvent pénible. Et puis, ça me rend aigrie parce que je n'aime pas. C'est une chose que je n'aime pas quand il n'y a pas d'eau. Ça me rend aigrie. Pour nous tous. C'est un peu ça. Et c'est vraiment pas facile. Nous avons une dernière question pour vous, mademoiselle Delisia. En tant qu'élève, est-ce que les pénuries d'eau ont des conséquences néfastes sur ton quotidien, que ce soit à la maison ou à l'école? Donc, il faudrait savoir, personnellement, je ne vais pas vraiment dire que ça m'impacte vraiment. Mais à l'école, j'ai des amis qui, par exemple l'année dernière, j'ai un ami, il n'étudiait presque jamais. Parce que il fallait que, d'abord c'est le plus petit, le plus jeune de la maison. Et donc, comment ça se passait? Donc, lui, il rentre à la maison à 18h, autant pour moi. 18h, il arrive, n'a pas le temps de se reposer parce qu'il faut se déplacer. Et lui, il utilisait une brouette. Voilà, il se déplaçait, il quittait donc de chez lui pour la pompe publique. Il remplissait ses récipients. Aux heures qu'il n'y a pas trop de gens et tout. Voilà. Et surtout quand il y a du monde, parce que ça ne nous affecte pas seulement nous, ça affecte aussi plusieurs personnes. Donc, lorsqu'on a une solution de ce genre minoritaire, c'est pas vraiment facile parce que il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de récipients, donc on peut rester même jusqu'à minuit, voire 1h du matin, juste parce qu'il fallait faire la queue pour remplir ses récipients. Donc ce n'était vraiment pas facile pour lui et il ne dormait pas. Donc quand il arrivait à l'école, il ne dormait pas assez. Il dormait pas assez. Il somnolait pendant les cours, convocation sur convocation. À un moment donné, les professeurs en avaient marre parce que ils se mettaient parfois à la place de l'élève. Mais sinon, personnellement, c'est pas vraiment quelque chose qui m'affecte énormément, mais ça affecte personne. Nous ouvrons à présent notre débat sur les conséquences négatives de la vie en famille monoparentale sur les enfants. Le débat est ouvert.
Pour rappel, la monoparentalité se définit comme le fait qu'un parent élève seul un ou plusieurs enfants. Nous recevons sur ce plateau Delisia de Mikolongo. Que pensez-vous de la monoparentalité? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Donc, il faudrait savoir qu'il existe au Gabon et dans d'autres pays ailleurs, mais nous allons nous focaliser sur ce qui nous est dit. Alors, au Gabon, il y a plusieurs familles où des enfants vivent soit sans la présence d'un père ou la présence d'une mère. Et ce n'est pas souvent facile parce que lorsque si par exemple je me focalise sur un cas, donc un enfant qui vit avec sa mère mais n'a pas la possibilité de vivre avec son père, donc le père n'est pas présent, alors comment ça se passe? Il y a des charges par exemple que la mère a et puis l'enfant, et ce n'est pas vraiment facile pour elle. Et donc il y a des fois où il peut avoir certains manques. Et puis l'enfant, il est là, il regarde et puis il se dit, si j'avais un père auprès de moi, auprès de ma mère, je ne pense pas que ma mère se mettra par exemple à pleurer. Ou encore, il y a des situations que les enfants vivent à l'école. Lorsque, par exemple, je suis avec vous, nous sommes entre nous, entre filles, on discute un peu, mais après, vous, mademoiselle Céleste, vous nous dites par exemple que non, moi mon père il m'a acheté telle chose, moi mon père il me lit une histoire, et puis moi, sachant que je ne vis pas avec mon père, je n'ai pas cette présence paternelle, je me sentirais un peu mal. Et puis il y a tellement de choses qu'un enfant peut ressentir, mais ne peut ne pas l'exprimer de peur, par exemple, d'offenser la personne avec qui il vit, que ce soit le père ou que ce soit la mère. Aussi, il faudrait aussi savoir que dans ce genre de situation, dans le cas de la mère, quand il n'y a pas la présence d'un père, la mère peut prendre tout sur elle. Alors, elle joue deux rôles. Et ça peut ne pas être vraiment facile pour elle. Exactement. Donc, lorsque l'enfant regarde cette souffrance, l'enfant se dira, par exemple, non, je ne veux pas que ma mère vive ce genre de situation. Pourquoi? Donc, il y aura une rage. Un impact psychologique. Voilà, vraiment un impact psychologique. Parce qu'il se mettra, soit il rentre en dépression, il pleure, il se dit, Seigneur, mais pourquoi je n'ai pas un père dans ma vie et autres. Et du côté du père, parce que c'est quand même un sujet assez fréquent, il peut arriver, par exemple, dans le cas d'une fille qui vit avec son père et a une belle-mère, c'est pas vraiment la joie. Donc, il y a un cas où la femme essayera, par exemple, de s'approcher de l'enfant pour lui donner cet amour maternel. Voilà, mais l'enfant se mettra en position de défense parce qu'il se dira, bon, ce n'est pas ma mère, j'ai besoin de la présence d'une personne qui sera prête à m'écouter, etc. Et aussi, il y a un autre cas où ce n'est pas facile avec la belle-mère ou avec le beau-père, il y a des conflits, etc. Mais c'est plus ça. Et dans ce genre de situation, il y a des enfants qui souhaiteraient être compris. Ils voudraient essayer de discuter, avoir une personne présente pour être à l'écoute, etc. En gros, il y a des choses que les enfants recherchent. Il y a un rôle que la mère joue, il y a un rôle que le père joue. Donc, lorsqu'il y a un manque, l'enfant se sentira forcément affecté négativement. Et moi, par exemple, je prends un petit témoignage, je ne veux pas tirer en longueur. Donc, quand j'étais toute petite, je me rappelle, j'étais en classe, désolée, je crois que j'avais entre 6 ans ou 7 ans. Je me rappelle que j'harcelais souvent ma mère parce que ce que je voulais, donc je souhaitais rencontrer mon père. Et puis, ma mère s'est dit, ok, d'accord. Donc, on fait un voyage à OEM. On arrive, il était dans les environs de, je crois, 19h, 20h, parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais ressentir. J'avais besoin de l'amour d'un père, je voulais connaître mon père. Donc, quand j'arrive, alors comment ça se passe? Je vois des hommes circuler, et puis il y a un monsieur qui passe, et puis j'écris papa. À un moment, je m'étais dit que c'était lui, alors que ce n'était pas lui. Et puis, lorsque je vois un monsieur s'approcher de moi en souriant, je n'ai pas hésité. Et c'était lui. Et j'étais tellement contente. Donc, vous voyez cette joie qu'un enfant peut ressentir lorsqu'il a
la présence, lorsqu'il ressent la présence, l'amour voilà, de son parent. C'est plus ce côté-là. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'ici, la question est simple. En dehors des cas des décès, est-ce normal que nous, les enfants, puissions passer toute notre vie rien qu'avec l'encadrement ou le suivi d'un seul parent, notamment la maman? Alors, dans ce genre de situation, c'est vraiment compliqué. Et je ne pense pas qu'un enfant, parce que nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des enfants qui ont la possibilité de supporter, qui ont un raisonnement assez différent, qui ont une certaine sagesse. Oui. Et lorsque tu sais que, voilà, tu te dis que là, je suis dans une situation où maman, elle est seule, alors elle a deux charges, donc elle joue deux rôles, le rôle de la mère, le rôle du père, alors je me dois de suivre en fait. Je suis dans l'obligation de suivre, je n'ai pas d'autre choix. Et puis, il y a des enfants qui, voilà, par exemple, nous on regarde des films, on voit dans nos films, on voit il y a le père, il y a la mère, et puis on se dit c'est ce que moi je devrais avoir. Donc quand je vois que ma mère elle est là, mon père n'est pas là, mais ma mère fait des efforts, alors elle se bat pour que j'ai au moins le strict nécessaire, mais je me dis que c'est insuffisant. Et c'est pas vraiment facile parce que il y a des enfants, qui ne le montrent pas physiquement, mais qui encaissent réellement en eux. Et c'est ce qui crée vraiment beaucoup de confusion, qui réveille en eux vraiment des questions et autres. Et puis, avec la mère, par exemple, ce n'est pas vraiment facile. Parce qu'elle se dit, elle regarde son enfant, elle se dit, bon, il n'a pas de père, je vais donc me plier en quatre pour lui donner ce qu'il faut. Mais quand elle voit qu'avec l'enfant, ce n'est pas vraiment ce qu'il attend, c'est souvent compliqué parce qu'il y a vraiment une certaine confusion. Donc, c'est vraiment pas facile. De mon point de vue, lorsqu'un enfant vit sans cette chaleur paternelle, il peut parfois se poser des questions comme peut-être que c'est à cause de moi que mes parents se sont séparés, ce genre de choses. Et ça peut impacter sur sa santé mentale et aussi sur son social. Lorsqu'il voit d'autres enfants avec les deux parents, il se dit pourquoi moi je n'ai pas droit à voir mes deux parents ensemble. Et ça peut souvent apporter cette tristesse-là, comme vous l'avez dit, que l'enfant ne reflète pas tout le temps cette tristesse parce qu'il se dit voilà, je dois être fort ou fort pour ma mère. Oui. Pour ne pas lui montrer ce sentiment de détresse. Et souvent, on dit souvent que la présence d'un père elle est très importante. Pourquoi je le dis? Parce que, par exemple, aujourd'hui, on se retrouve avec certains jeunes qui, surtout chez les garçons, même si chez les filles aussi c'est fréquent, mais ces jeunes vont commencer à mener une vie où ils se disent en fait que ils sont tout permis parce que personne ne va pouvoir me dire A ou B. Parce que la mère, d'abord, elle a un poids sur elle. Donc, elle a d'abord des choses à gérer parce qu'il faut ramener quelque chose à la maison. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis, l'enfant, qu'est-ce que l'enfant fait? Il y a des enfants, quand ils se laissent emporter par la modernité et autres, ils peuvent suivre de mauvais choix, prendre de mauvaises décisions. Exactement. Merci beaucoup, Délisia, pour vos témoignages. Ils ont été très touchants et aussi très sincères. Nous avons beaucoup aimé. Merci. À notre invité, pour un mot sur l'image négative que certains veulent coller à l'école gabonaise à travers certains établissements. Cet invité, Zundu Achille. Bonsoir. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, monsieur Zulu Achille. Ici, la question est à qui revient la responsabilité de ces situations? C'est un honneur d'être compté parmi vous sur ce plateau du Journal des enfants. Par rapport à la situation qui a eu lieu au lycée technique, c'est une situation vraiment répréhensible et exécrable. On ne peut pas tolérer, lorsqu'il y a un cours, qu'il y a des élèves qui viennent se présenter et faire du désordre. C'est
d'un espace scolaire, un espace d'études et d'apprentissage, on ne peut pas tolérer ce genre de choses. La génération d'aujourd'hui, c'est une génération qui part en vrille, je dirais, parce qu'ils font des choses qui n'est pas censées être faites, qui ne sont pas censées être faites autant pour moi, et des choses qui ne s'est passées pas dans certaines générations, on retrouve ça dans nos générations. C'est quelque chose de vraiment déplorable. Que pensez-vous de la nouvelle génération? Mademoiselle, on a tendance à dire que la jeunesse est la lance du fer d'un État, d'une nation. Mais nous remarquons que notre jeunesse, je dirais, est la lance en bambou de cet État. Parce qu'on remarque que la jeunesse est cassante. Elle se casse peu à peu, elle ne reste plus des valeurs et des principes qu'on respectait avant. Et c'est quelque chose qui est vraiment néfaste, déplorable par rapport à nos plus petits, nos petits frères, nos petites sœurs qui voient ce qui se passe souvent. Et vraiment, cette jeunesse part en vrille, comme je le disais tantôt. C'est une jeunesse qui part en vrille, qui ne respecte plus des valeurs et plus rien du tout. Que conseillez-vous à ces jeunes-là qui s'adonnent à de tels actes? À ces jeunes-là, déjà, je vais revenir sur un point. On ne se réveille pas un matin pour venir faire du désordre dans une école. On ne se réveille pas un matin pour prendre de la drogue, pour se suicider, pour se mutiler. Il faut pourtant savoir qu'il y a eu une chose avant que tout cela n'arrive. Parce que nos jeunes ne sont pas assez écoutés, je le sais. Les jeunes ne sont pas assez écoutés. Et j'ai tendance à dire qu'il y a 3 éducations à respecter pour un enfant. Il y a déjà la maison qui prend la responsabilité de l'éducation. Ensuite, il y a les parents. Autant pour moi. Ensuite, il y a d'abord la maison qui concerne les parents, la famille. Ensuite, il y a l'enfant et la société. Comme on a tendance à dire, le mal est sociétal. Donc, le mal se trouve partout. Chez ceux qui sont en état de besoin et ceux qui sont à l'abri des besoins. Donc, il serait nécessaire de préciser là que ces enfants doivent être conseillés. Ces enfants-là doivent être suivis dans chaque lycée, de mettre en place. Être écouté aussi. Ah oui, être écouté. Parce que la santé mentale, vous savez, elle n'est pas beaucoup valorisée. Parce que comme je le disais, on ne se réveille pas pour faire certains actes et puis commettre de mauvaises choses qui auront des impacts très néfastes sur la société. Exactement. Donc, il sera nécessaire de mettre en place des personnes qui sont là, qui sont adaptées, des espaces d'écoute, des personnes qui sont adaptées à écouter ces personnes, à leur promulguer des conseils, à leur suivre. Parce qu'on remarque beaucoup, chez les Occidentaux, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect du suivi qui est vraiment très enraciné dans la culture occidentale. Parce qu'en Occident, rien qu'avec un petit malaise, rien qu'avec un échec scolaire, tu es suivi et il y a tout un cadre de personnalités qui sont là pour suivre ton état de santé, ton état émotionnel. Et vraiment, c'est un peu ça. Mais en Afrique, on remarque qu'il n'y a pas ça. Donc, si on pouvait mettre en place cela, ça aidera tous nos jeunes. Donc, à nos jeunes amis, à mes frères, à mes sœurs, je tiens à vous dire simplement que ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Les établissements, l'école, c'est un espace d'apprentissage et d'éducation. Donc, quoi qui vous a poussé à faire cet acte-là, donc il ne faut plus refaire cet acte. C'est quelque chose qui est très méchant, très mauvais, et je vous déconseille de refaire ça. Parce que c'est la réputation de notre État et de nos éducations qui part en jeu dans le monde entier. Merci beaucoup, M. Zundoachi. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation, mesdames. Vos propos ont été vraiment très touchants. J'espère que tout le monde écoutera ce que vous avez dit aujourd'hui. Retenons aussi une chose, invitez les amis, les frères et sœurs à éviter de blaguer avec l'école. L'école, c'est la vie, l'avenir ou la transformation du Gabon dépendent de nous, les enfants d'aujourd'hui. Merci. Pour ce soir, l'artiste du Journal des enfants nous vient du lycée Mikolongo. Il s'agit de Delisa qui nous chante Enfant Ngongol. Ngongolo, 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 oh, Ngongolo, Ngongolo tombe samba yone antivise, minzo bibi amamba yone sae. Ngongolo tombe samba yone antivise, minzo bibi amamba yone sae. Ngongolo, 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 Ngongolo.
C'est avec notre artiste Mikolongo que prend fin notre journal. C'est la fin de votre journal, notre journal, et on se dit à dimanche prochain.